Denis Péchanski, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et vous êtes le co-auteur de Manouchian. Manouchian, tout simple, parce qu'en effet, ils sont deux, Missak et Méliné. C'est aux éditions textuelles. C'est coécrit avec Astrid Attamian et Claire Mouradian. Dans ce livre, vous vous êtes concentré, vous, sur la période 39-44. C'est donc la période d'activité, de résistance de Missak, et évidemment, jusqu'à sa mort. Il entre au Panthéon pour le 80e anniversaire, justement, de son exécution. Quel sens ça a d'entrer au Panthéon ? C'est une symbolique très importante, c'est la reconnaissance au plus haut niveau de ce symbole qu'est l'entrée au Panthéon, reconnaissance de la France par une décision prise par le président de la République. Alors pour Missak Manouchian, pour aussi tous ceux qui l'accompagnaient dans cette aventure héroïque des Moyes, la main-d'œuvre immigrée, ce sont des étrangers, ce sont des communistes qui rentrent au Panthéon. Ben oui, la question n'est pas tellement pourquoi Manouchian et ses camarades rentrent au Panthéon, c'est pourquoi ils rentrent en 2024. C'est le premier résistant étranger à entrer au Panthéon et c'est le premier résistant communiste. Quand c'est l'importance des étrangers dans la résistance et l'importance des communistes dans la résistance, évidemment que ça pourra interroger. Pour l'instant, cette faute mémorielle a été réparée et c'est très important. À l'origine de cette faute mémorielle, est-ce qu'il n'y a pas le pacte germano-soviétique ? On voit bien dans l'histoire de Manouchian que tant que ce pacte, jusqu'en juin 41, est encore le fond politique, c'est un problème. C'est un problème pour tout le monde, pour tous les communistes, et c'est un problème en particulier pour les étrangers qui ont cette fibre anti-nazi, antifasciste. Ils savent ce que c'est, il y a un Allemand d'ailleurs dans le groupe de Manouchian. Les Hochneller et ils sont, c'est pas possible, quoi. Donc, par exemple, j'ai aucun texte pour l'instant qui dise la moindre réticence de Manouchian. On n'a pas de document de 39. Mais en revanche, il demande la nationalité française en janvier 40. On est en plein dans le pacte. Et demander la nationalité à un moment donné, au moment où le Parti communiste qui était interdit, clandestin, dit on n'a rien à faire avec cette guerre, parce que c'est une guerre impérialiste qui oppose l'Allemagne, la France, l'Angleterre, il les renvoie dos à dos. C'est quand même un signe fort, d'autant plus qu'il est à l'armée. Et il veut servir la France. Et il veut être français pour servir la France. Et ça, cette demande de naturalisation, parce qu'il y en avait eu déjà en 1933, qui n'était pas suivi des faits, c'est une découverte il y a moins d'un an. Qui entre au Panthéon ? Missak, Méliné ou bien tous ceux de la fiche rouge ? Bien, c'est très simple, parce que ça a été annoncé par le président de la République d'emblée, et je ne comprends rien à la polémique qui est sortie de ça, à un moment donné, parce qu'on raconte des bobards, excusez-moi du terme. Missak Manouchian entre au Panthéon accompagné de Méliné, comme Simone Veil était accompagnée d'Antoine, et le président de la République a décidé que seraient inscrits en lettres sur le mur à côté du caveau 13 où se trouveront les Manouchians, seront inscrits en lettres d'or les noms des 23, dont Manouchian, plus du chef Joseph Epstein. Et donc, c'est un honneur spécifique qui leur est rendu dans le Panthéon. Et au-delà, on le sait, et là, c'est la symbolique, c'est comme Jean Moulin en 64. Entre ici avec ton cortège d'ombre. Donc, exactement, voilà, ils sont tous, mais là, il le dit clairement, tous les étrangers dans la résistance entrent au Panthéon avec Manouchian. Mais quand même, pour ces 23 et pour Epstein, c'est inscrit sur ce mur. Et pour l'avoir vu, c'est extrêmement émouvant. Alors revenons à cette histoire incroyable. Le groupe est tombé, les groupes sont tombés parce qu'ils étaient divisés en plusieurs sous-groupes. Filature ou bien trahison ? Alors, on a d'abord les filatures. On ne comprend rien à la chute de novembre 1943 où tombent ces groupes de FTP, MOI, des francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée qui menaient la lutte armée à Paris. On ne comprend rien si on ne sait pas qu'il y a 3 filatures successives de janvier 1943 jusqu'à novembre 1943 menées par la police parisienne, la BS. Des Français. Oui, la brigade spéciale des renseignements généraux, et au nom de quoi ? De la collaboration.
parce que ils obéissent à l'autorité de tutelle. C'est Vichy, c'est en particulier Bousquet, qui est secrétaire général à la police, et il y a ce qu'on appelle la collaboration des polices. Et donc, ils ont la main. Et heureusement, pour les Allemands, qui sont très contents de faire ça par la police parisienne, qui a une toute autre compétence qu'eux sur ces milieux-là, étrangers, ils ont les dossiers, ils les connaissent, et donc les filatures s'organisent, c'est des grands professionnels. Dans toute l'Île-de-France, hein, c'est pas que Paris. Ah oui, alors disons que ces étrangers, c'est toute l'Île-de-France, mais ils sont spécialisés dans Paris intramuros. Les groupes français qui subsistaient encore, qui n'avaient pas été encore décimés, étaient plutôt en banlieue. Il y avait plus que 2 petits groupes sur Paris intramuros. Et puis il y avait un groupe qu'on appelle les dérailleurs, dirigé par Botsov, qui avait l'expérience de la guerre d'Espagne, donc des combats. Il faisait partie de... Il y a 2 composantes dans les FTP-MOI. Il y a les vieux, entre guillemets, qui ont 34, 35 ans, 36 ans, et qui ont l'expérience de la clandestinité dans les pays d'Europe centrale et orientale, les juifs d'Europe centrale et orientale, ou des Italiens qui avaient qui avaient combattu le fascisme. Et puis les plus jeunes. 1922, et puis le groupe des gamins. Ouais. Ils ont entre 17 et 23 ans. Bon. Et là, Botsov, lui, c'est un homme d'expérience. Il a fait l'Espagne, et avant était clandestin, et il va se retrouver à la tête d'un groupe de dérailleurs qui opère à 20-30 km de Paris. C'est aussi avec des actions très spectaculaires. L'occupant nazi accusera Manouchian, c'est marqué sur la fiche, d'avoir commis 150 assassinats. C'est vrai ? Non, c'est pas vrai, mais c'est classique. C'est-à-dire, d'abord, ils ont remis toutes les opérations sous son nom, mais il faut comprendre que l'opération qui est menée, c'est une opération de propagande qui accompagne le procès de février 1944, quand tous sont tombés donc en novembre. On mène une opération pour dénoncer l'armée du crime. C'est cette fameuse affiche rouge. Et une armée du crime, c'est le juif, l'étranger, le communiste, qui sont stigmatisés. Et lui, dans la brochure qui sort au même moment, c'est le chef de bande. Et pour l'anecdote, Epstein, c'était son chef. C'était le chef de tous les FTP. Bon, c'est un juif polonais. Il est arrêté en même temps que Manouchian. Il n'est pas dans le procès. Pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais cassé son identité, sa fausse identité. Il est arrêté comme Joseph Estin. Estin, et c'est écrit partout sur tous les documents. Oui. E-S-T-A-I-N. Oui. Et il y a marqué. C'est ce qui va Et il y a marqué français à rien. Donc, comment voulez-vous mener une opération dénonçant ces sales métèques juifs en mettant communistes, en mettant un bon français tout blond alors on va le mettre dans un autre procès. Malheureusement, évidemment, il va terminer comme eux, il va être exécuté au Mont-Valérien, mais on ne parlera pas du tout de l'autre procès. Celui-là, il fera la une des journaux. À l'hôtel Intercontinental, rue Castiglione, est tenu ce procès. Dans sa dernière lettre, Manouchian dit qu'il n'a pas de haine pour le peuple allemand, mais il ne pardonne pas à ceux qui nous ont vendus. Donc il y avait quand même cette impression qu'il y avait eu de la trahison. On sait que Joseph Davidovitch a été torturé, il a parlé, ça a joué ? Ça a joué, il est arrêté le 26 octobre, mais on est à 20 jours d'arrestation. Il sera malheureusement très utile parce que il y a plein d'archives, c'est le commissaire politique, il y a plein d'archives chez lui, et surtout il va dire qui est qui dans le dispositif. Mais Manouchian, il est arrêté depuis le 24 septembre. Et reprenons pour dire les filatures, il va être arrêté il va être filé pendant pratiquement repéré le 24 septembre, 2 mois, quoi. Arrêté fin novembre. Et c'est des filatures. Pour la 3e filature, elle a commencé avec Reimann fin août. Bon, mais reprenons la phrase. Je pardonne à tout le monde, sauf à celui qui nous a trahis, Davidovitch, et à ceux qui nous ont vendus. Mais ceux qui nous ont vendus, quand on prend la terminologie, c'est évidemment Vichy et la police. Parce que si c'est pas Vichy et la police, on a 2 questions à se poser. Epstein, si jamais il parle, c'est toute la direction des FTP qui tombe, direction française. Tillon, le chef national qui était planqué en banlieue parisienne, et qui, tous les 15 jours, rencontrait Jacques Duclos. Donc déjà, c'est absurde. Mais par ailleurs, s'il pardonne à tout le monde, sauf aux communistes qu'il aurait donné, sauf à Holban, puisque c'est le nom qui était sorti, c'est le prédécesseur de Manouchian, ça veut dire qu'il pardonne à Vichy, qu'il pardonne à la police parisienne, alors qu'il était traqué par la police parisienne comme tout le groupe. C'est absurde. Londres ne pourra rien faire, les autres résistants ne pourront rien faire. Pas de tentative de libération, pas d'évasion possible. Non, c'est pas possible. Il y a eu
Il y a de très très rares opérations, celle bien connue de Lucie Aubrac qui fait libérer Raymond. C'est exceptionnel. Voilà. Méliné sera donc caché après par les parents de Charles Aznavour. Le groupe ne pourra évidemment pas se reconstituer jusqu'à la libération, mais il y a l'effet mobilisateur de cette affiche rouge. Comment expliquer que cette affiche de dénonciation de ces étrangers terroristes devienne finalement une arme de l'esprit pour la résistance? Et c'est extraordinaire, c'est une inversion complète. C'est-à-dire qu'ils voulaient monter une opération pour dire, regardez, la résistance, c'est les Juifs. Regardez, c'est les étrangers, c'est les métèques. Avec des têtes de truands. Bien entendu. Et puis on les monte, on en prend 10 sur les 23. On se garde bien de mettre la femme, Golda Banchik. Qui sera exécutée en Allemagne. Elle. Voilà, parce que les Allemands n'exécutent pas en France les femmes. Donc ils l'exécutent en Allemagne, elle est guillotinée. Mais on ne va pas la mettre sur l'affiche, parce que si on met une femme sur l'affiche, ça va être un choc encore plus terrible. Mais malgré ça, ça va être complètement inversé, ce qui fait que encore maintenant, je pense que si on interroge un certain nombre de personnes, ils sont convaincus que c'était une affiche de la résistance. C'est vrai. Parce qu'on est en février 44, que c'est fini, qu'ils ont loupé leur truc, quoi. Parce qu'il y a ça, il y a un documentaire qui est fait par des collaborationnistes et qui va passer avant les séances de cinéma, de même que des actualités qui les montrent. Ces terroristes, comme ils disent. Sauf qu'ils ont voulu en faire des assassins, ils en ont fait des héros. Le poème d'Aragon, la chanson de Léo Ferré, ça va jouer aussi beaucoup pour la mémoire de ces héros? Bien entendu, si Manouchian rentre au Panthéon avec ses camarades, mais comme symbole de toute cette action, c'est d'abord parce que ce qu'il a fait. Il était chef militaire des FTP-MOI de fin juillet, début août, jusqu'à mi-novembre. Par l'affiche rouge, parce que ça a un impact très important. Et dans la population, cette inversion qu'il y a eu... oui, c'est devenu une affiche d'hommage d'une certaine façon. Et la troisième, c'est le poète sublimé par d'autres poètes, parce que c'était un poète. Et Aragon tombe sur sa dernière lettre magnifique. La dernière lettre que Missac écrit à Méliné, il va en faire un poème extraordinaire, qui va appeler d'ailleurs groupe Manouchian, qui prend ensuite le nom Strophes pour se souvenir. On est en 1955. Et Léo Ferré va en faire la chanson L'affiche rouge. Et là, on est à la fin des années 50, Manouchian entre dans la mémoire collective. Grâce au poète. Et là, il va entrer au Panthéon et donc dans le patrimoine commun des héros. On vous fera revenir dans quelques mois parce que vous réfléchissez aussi à toutes les cérémonies des 80 ans du débarquement, de la libération. Donc vous viendrez nous parler de ce qui sera fait pour cette mémoire. Denis Péchanski, Manouchian, c'est aux éditions textuelles et c'est magnifiquement illustré. Tous les documents y sont et c'est un grand apport. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous. Eh bien merci Christophe.